Holly Scoot te présente ses Noobcasts. Salut, c'est Flo de Holly's Good. Tu t'apprêtes à écouter un Noobcast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos Noob Nights. La Noob Night, c'est un concept de soirée sur Bruxelles où plusieurs personnes viennent nous partager leur vision de la vie. Notre objectif, c'est de donner la parole à des individus aux expériences diverses et variées dans un moment de bienveillance. En écoutant les Noobcasts, tu pourras découvrir une multitude de pensées, certaines auxquelles tu adhéreras, d'autres moins. Et c'est d'ailleurs le principe. La parole des intervenants et des intervenantes leur appartient, et Holly's Good n'en est pas responsable. Nous publions les présentations dans un format brut, avec les bruits du public, afin de t'immerger au mieux dans la soirée. Garde en tête que certains propos peuvent être interprétés différemment, sans le contexte visuel et l'ambiance du moment. Les intervenants et les intervenantes s'ouvrent à toi dans ce podcast, alors garde ton esprit ouvert lors de ton écoute. En attendant, spread the good vibes et Holly's Good. Ah, et une dernière chose. Un petit pépin a quelque peu altéré la qualité du son de notre deuxième saison. Mais si tu l'écoutes quand même, on se fera un plaisir d'améliorer ça pour la saison 3. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Bonne écoute! Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà Bénin ce soir, puisqu'il met le feu aux scènes bruxelloises et parisiennes avec le What the Fun. Alors oui, Bénin est un humoriste, mais pas que. Il est aussi noir. En fait, Bénin s'est rendu compte qu'il était noir il y a à peine quelques mois. Ça vous paraît fou ? Peut-être pas tant que ça. Préparez-vous pour un moment d'introspection sur la réalité d'un afrodescendant en Europe, puisque c'est le thème précis que Bénin a choisi d'aborder ce soir. On vous demande un maximum d'écoute et de bienveillance pour accueillir Bénin. Yes. Je me demandais s'il y avait des noirs dans la salle, mais en fait, s'il y en a deux. Je vais me parler. Ça va peut-être. Je suis content. En fait, je suis content d'être là parce que c'est la première fois que je vais parler et que j'attends pas de rire du tout. Que du coup, il n'y a pas de stress. J'allais dire quoi ? Comment est-ce que je les ai rencontrés d'ailleurs ? Je les ai rencontrés après une soirée de stand-up. Ils m'ont dit qu'ils m'ont vu à une soirée de stand-up et qu'ils m'ont trouvé intéressant. Donc du coup, voilà, je suis là pour raconter un peu tout ça. Et qu'est-ce que je racontais d'autre ? Je veux dire, oui, du coup, voilà. Le seul côté un peu difficile de ce travail-là, c'était un peu le PowerPoint. Ça m'a rappelé un peu l'école, en vrai. Et que ça va être un peu comme les travaux de groupe, quoi. Sauf que là, j'étais tout seul, donc je pouvais pas compter sur les autres. Et du coup, j'ai fait un petit PowerPoint éclaté, mais ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. Mais voilà, du coup, je vais parler du fait d'être afro-descendant et en fait, je voulais commencer. Pourquoi est-ce que je parlais de ça ? Tu peux me passer à la slide suivante. Être afro-descendant en Europe, et j'ai mis cette petite image. J'ai mis, si vous avez vu aux extrémités, l'Afrique et l'Europe, parce que je pense que c'est ça au final, c'est avoir les deux cultures. Et je voulais retourner à ça avec la petite image de cette femme noire diplômée. Même si je ne suis pas une femme, mais je suis noire. J'ai mis ça pourquoi ? Parce que je pense que c'est surtout par la culture, la curiosité, l'apprentissage, et je pense que ça se fait d'abord en premier à l'école, dès le plus jeune âge. Et en fait, c'est là que tu peux parfois te perdre, mais j'y reviendrai de toute façon au final dans le PowerPoint. Donc on peut vraiment passer à la suivante. Où je parle un peu de moi, dans le sens où, pour situer un petit peu, moi en fait je suis rwandais. Je suis rwandais, mais je suis né au Congo dans les années 90, après le génocide, je pense que les gens connaissent un peu et tout. J'ai mis ces photos de moi en fait quand j'étais tout petit, parce que j'aime bien ces photos. Je ferme les yeux, enfin bref, je fais n'importe quoi, mais j'aime bien parce que ça me rappelle un peu le premier contact que j'ai eu avec ma culture en fait. C'est le premier contact que j'ai avec ma culture. Peut-être que j'ai un peu oublié après. Dans les années qui ont suivi, mais c'est le premier contact avec mon foyer, avec, si tu regardes la slide suivante, avec un syndrome que j'ai appelé le syndrome de Jackson, que je vous expliquerai plus tard, mais comment dire, c'est que j'ai grandi au final entouré comme de Jackson au début de sa vie. J'ai grandi entouré de personnes noires comme moi, avec des cheveux frisés, de ma culture. Exactement, c'est ça. J'ai grandi avec ma culture vraiment forte, comme elle était en Afrique. Un bête exemple, je sais que moi, quand j'étais petit, c'est un truc qu'aujourd'hui, ça me dégoûte.
Mais je sais qu'avec mon père, c'est un bête truc, mais quand on mangeait en Afrique, on mangeait les yeux des poissons, tu vois. Et je sais que c'est un truc que je fais plus du tout aujourd'hui parce qu'en vrai, je suis occidentalisé, tu vois. Et enfin bref, voilà. Et donc, c'est le premier stade du syndrome de Jackson. Pour moi, c'est vraiment ce côté, ben, tu es dans ta culture, tu vis ta culture pleinement. Et si tu passes à la slide suivante, euh, donc, en fait, finalement, j'avais grandi donc en Afrique du Sud, etc., avec mes parents, et on est donc arrivé en Europe. Et j'ai vraiment pris Jackson tout le long de sa vie parce qu'il est vraiment, c'est vraiment un exemple. Parce que il y a ce truc un peu de défrisage maintenant, tu vois. Il y a ce truc de j'arrive en Europe et je commence vraiment à assimiler une autre culture qui est que la mienne en fait. Une culture un peu plus occidentalisée. Mes repères deviennent vraiment beaucoup plus blanches en fait. Pour vous donner un exemple, ben, moi j'arrive dans les années 2000. C'est l'époque de la Star Academy, etc. Vous vous rappelez? Et je me rappelle que à cette époque-là, moi, je regardais des Jennifer comme des modèles ou des Grégory Le Marchal. J'ai pleuré sur Grégory Marchal, les gars. Vous vous rendez compte? Faut dire à quel point j'étais blanc. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment ça. Et voilà, il y a ce truc-là vraiment de. Je sais que je grandis, j'ai des modèles comme Matt Pokora et que pendant une certaine période de ma vie, j'essaie de les ressembler, j'essaie de faire comme eux. Mes repères sont vraiment très blanches parce que les médias, la télévision ou mes contacts à l'école sont des activités que, comment dire, mes parents ils m'ont toujours dit à la maison en fait, ils m'ont toujours dit comme message parce que comme on est étranger, ils m'ont toujours dit comme message, mais en fait conforme-toi à ce que les autres vivent, ne fais pas de bruit, reste dans les rangs et ne dérange pas parce qu'on n'est pas chez nous et parce que nos parents, à nous, je pense que leur projet à eux, au final, c'est de retourner en Afrique. C'est le même projet que les racistes, hein, en vrai, on a le même projet. Mais juste qu'on ne se met pas d'accord sur le- l'argent à prendre en partant. Mais non, mais c'est ça, c'est ça. Mais donc, du coup, c'est ça, c'est que. Il y a ce truc de. Donc, je grandis en Europe et j'assimile vraiment très très fort cette culture blanche, sans t'en rendre compte en fait, sans t'en rendre compte. Et je me mets à faire du théâtre. Ça veut pas dire que c'est mauvais le théâtre, ça veut juste dire que le théâtre, c'est pas forcément ce que mes parents m'ont proposé ailleurs, enfin, mais bon, voilà. Et puis, je passe à mon adolescence, où franchement, là, je suis au même stade que lui. À mon adolescence, franchement, j'étais totalement blanc. Alors là. Ah ouais, non, mon adolescence, franchement, il y a un truc de. Mes parents m'ont dit assimile-toi à la culture locale et je l'ai trop bien fait en fait. Je l'ai vraiment trop bien fait. Et donc il y a ce truc de. euh, j'ai même perdu peut-être contact avec ma famille proche, mon entourage proche. Euh, je vais plus au mariage, je vais plus au truc. Je vais qu'aux soirées avec mes potes à l'école ou etc. Mais la majorité de mes potes à l'école, mes potes à l'école sont des personnes blanches. Je suis pas forcément pote avec En fait, le seul endroit où j'avais encore ma culture noire, c'était mes potes du quartier. C'était le seul truc. Et eux, ils disaient, mec, t'es trop blanc. Genre, et c'est ça, en fait. C'est ça que j'ai pendant un petit moment, pendant très longtemps. Et même jusqu'à l'université, en fait. Parce que je pense qu'à l'université, t'es un peu plus adulte et que tu rencontres d'autres personnes et que tu échanges un peu plus avec les gens. Et en soi, je vais passer au slide suivant où, ouais, c'est ça, où je commence ma vie de jeune adulte où je prends des décisions dans ma vie, etc. Et le stand-up, finalement, qui s'avère peut-être être un loisir au départ, etc. Mais je pense que c'est une chose qui m'a aidé beaucoup à me rendre compte de ma condition, de qui je suis. Parce que je vais expliquer une petite histoire, c'est qu'un jour, je suis avec un humoriste, Étienne Serre qui s'appelle, très bon. Et je fais mon sketch comme d'habitude. Et à cette époque-là, je parlais des prénoms africains, mais je parlais des prénoms africains comme une personne blanche peut parler des prénoms africains. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je parlais du végétarisme, tu sais. Et il me dit, mais Bénin, mais pourquoi est-ce que tu parles de ces sujets-là comme ça, alors que tu as une histoire, tu as quelque chose à raconter aux gens, et ça peut être intéressant. Et c'est là, à ce moment-là, que je me suis un peu plus rendu compte de d'où je venais, en fait, un petit peu plus d'où je venais. Et en fait, j'ai un ami à moi, durant la même période, qui m'a envoyé euh, sur Instagram, il m'a dit, mec, j'ai un dossier sur toi. Et je lui ai dit quoi? J'avais peur qu'il m'affiche, tu vois. Et il m'envoie finalement une photo de moi quand j'étais petit en Afrique du Sud, parce que j'avais grandi en fait en Afrique du Sud dans des bidonvilles au départ. Et ce moment-là, c'est vraiment marquant pour moi. C'est parce que je crois que c'est le moment où j'ai décidé qu'à chaque fois que je montrais sur scène en termes de stand-up, il y avait un message à véhiculer qui était important. C'était d'où je viens, qui je suis. Et je crois que c'est également le début de ma quête en fait vers qui je suis réellement. Et
Et c'est pour ça que j'ai mis des images de Mandela, parce que je pense que c'est cette image de moi dans ce bidonville, ça m'a vraiment accroché fort avec cette culture que je n'avais plus, comment dire, que je n'avais plus fréquenter depuis tellement longtemps. Et Black Lives Matter, vous connaissez un peu tous, mais on en reviendra peut-être plus tard. Je peux vraiment passer à la slide suivante, s'il te plaît. Ouais, et du coup, j'ai eu la chance, encore très récemment, en janvier dernier, j'ai eu la chance de retourner en Afrique. Je suis retourné en Afrique pour la première fois. Je suis parti au Congo, à Lumbashi. J'étais avec des expatriés, et ça a été une vraie expérience pour moi, franchement, parce que j'ai vraiment connecté très fort avec ma culture. Et à la fois, j'étais connecté, enfin non, c'est un peu- j'avais envie de connecter très fort avec ma culture, mais je pense que le contraste était quand même fort avec la population locale. Et comme j'étais avec des expatriés, comme je l'ai dit, c'est pas forcément eux qui vont aller voir les petits villages. Et moi, je tenais vraiment à aller voir les petits villages, à aller voir disons le mot, mais c'est vraiment ça, c'est la misère des gens là-bas, et de comprendre d'où tu viens. Et en fait, j'avais pas dit à mon père que j'étais parti en Afrique, parce que j'avais peur que mon père, enfin mon père, il a un peu peur encore aujourd'hui de retourner en Afrique, et donc j'avais pas dit. Et j'ai envoyé des photos de vacances à mon père en lui disant: ah, regarde, je suis au Maroc. Ce qui n'est pas vrai du tout. Et mon père, je vous jure, c'est vrai, mon père, comme on a quitté donc l'Afrique, il a quitté à pied en fait, et il a reconnu l'endroit parce qu'il était passé par là-bas, et donc j'ai dû lui expliquer quoi, qu'est-ce que je faisais en Afrique. Et il était content en fait, il était content parce que j'ai pu connecter en fait avec cette partie de moi que j'ai peut-être souvent délaissée, et comprendre aussi que, tu sais, quand tu vas en Afrique et que tu as grandi ici, tu peux avoir ce truc de white savior. Tu peux essayer de te dire: ah bah, je vais venir en Afrique pour les sauver, les aider. Et j'ai compris qu'en fait, le problème de l'Afrique, c'est pas comme ça qu'on peut les aider. Enfin, c'est pas à nous de leur apporter des infrastructures, etc. Mais c'est à nous de leur donner les moyens de eux se construire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense moi. C'est que je pense que l'Afrique ne peut que se construire que par elle-même, et en leur rendant peut-être ce qu'on leur a pris, mais par elle-même également, tu vois. Et, euh, et du coup, voilà, ce voyage était vraiment très marquant pour moi, et j'espère vraiment beaucoup y retourner. Je, franchement, avant ça, je n'imaginais pas grandir ou vivre en Afrique ou avoir un métier en Afrique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut s'avérer totalement plausible. Et du coup, voilà. Et sur la scène suivante, il y a donc, quand j'étais là-bas, bah, j'ai pu visiter un orphelinat là-bas. Et peut-être qu'avec les adultes du pays, il y avait peut-être cette différence qui se ressentait entre moi, l'Européen, et les adultes de là-bas. Mais c'est quelque chose que j'ai moins ressenti avec les enfants, parce que les enfants, au final, c'est tellement simple. Tout ce qu'ils voulaient, c'est des enfants abandonnés qui voulaient juste de l'amour, des gens qui font attention à eux. Et pour eux, j'étais juste un noir comme les autres qui venaient les rendre visite. Il y en a deux, trois qui ont essayé de rentrer avec moi en Belgique, mais non, mais c'était cool. Et franchement, j'ai vécu un moment vraiment très intense avec eux, très sincère avec eux. Et j'ai pris la photo de l'école parce que ça, c'était une des classes que j'ai pris en photo là-bas. Euh, et que c'est vraiment dans la continuité de ce que je disais, c'est que pour moi, il y a ce truc d'éducation qui est très importante, autant dans leur éducation, eux, pour aider leur pays à grandir, mais également dans la mienne pour comprendre d'où je viens et comprendre où je vais. Je pense que c'est très important, et je pense que c'est là où j'en suis aujourd'hui encore. Aujourd'hui, je suis dans une période un peu encore de quête, de questionnement. Mes références ne sont plus Kazuo Marshall ni Matt Pokora. Je vous jure, c'est vrai, l'autre jour, je regarde sur Spotify, je regarde tous les artistes musicaux que j'écoute, et je vois qu'il n'y a que des noirs. Et je fais yes, j'ai réussi. C'est vrai, tu vois. Et je me dis, waouh, ouais, je deviens vraiment de plus en plus noir, c'est incroyable. Et donc c'est ça, il y a ce truc de vraiment une quête vers qui tu es, où tu vas. Je vais revenir sur le truc de Black Lives Matter. Je pense que c'est même pas à moi en tant que noir non plus. Je pense que c'est en tant que tout individu devrait se questionner un petit peu sur ces questions un peu existentielles, ces questions un peu de société. En fait, être curieux, mais être curieux avec un petit côté humble en fait. Il faut être humble, accepter que les gens n'ont pas vécu la même chose que toi, que les trajectoires sont différentes, que on pense des choses différentes, qu'on est tous très différents. Enfin, tu sais, il y a qu'à se regarder aujourd'hui, il y a des gens, tu peux regarder, tu te dis, moi, je ne serais jamais habillé comme ça, tu vois, et ça montre à quel point on est tous différents et qu'on se sent tous à l'aise de manière différente, en fait. Du coup, voilà.
Et la slide suivante, c'était quoi? Je me souviens plus. Voilà, donc ça, ouais, c'est vraiment la continuité parce que ouais, c'est ça. Après, c'est vraiment le dernier truc qui m'a vraiment frappé fort, c'est ce truc de Black Lives Matter avec George Floyd et juste avant Ahmaud Arbery, je sais pas si vous vous rappelez. Et voilà, cette période-là m'a fortement frappé, mais je pense que c'est aussi une période qui a été très très importante. Ce côté, j'étais vraiment en demande de savoir euh, encore plus d'où je viens parce que j'avais une colère. En fait, il y a une colère qui est en toi et tu te dis waouh, mais en fait, euh, je ressens vraiment de la haine envers d'autres personnes. C'est ça, en fait, de la haine, je sais pas, du dégoût, quelque chose, mais tu le contrôles pas parce que c'est instinctif et en fait, et quand on fait ça à un compatriote à moi de l'autre côté du continent, ça me touche aussi parce que même si on dit que c'est pas la même chose en Belgique ou en France, enfin, en fait, si, c'est la même chose, mais juste que ça s'exprime différemment. Juste ça. Et donc, par Malcolm X, par Luther King, que j'ai appris à redécouvrir, par plein de personnages emblématiques afro-américains ou tout simplement afro. J'ai, je, suis, je, je poursuis ma quête en fait. Je poursuis ma quête vers savoir qui je suis et je me délire un peu de ce côté euh, afro-européen, de ce côté où j'étais un peu piégé dans une seule culture. Je dis pas qu'il faut rejeter totalement ta culture européenne, c'est pas du tout, parce que ta culture européenne est importante, elle te fournit des bagages importants, etc. Mais je pense qu'il faut trouver chacun. Je pense qu'il y a plusieurs personnes d'ethnies différentes dans cette salle, mais je pense qu'il faut trouver chacun son mélange, le mélange parfait entre les deux, parce qu'il ne faut pas oublier d'où tu viens et il faut savoir assimiler ce que tu as appris aussi. Et la dernière slide, je pense, la dernière. Merci pour votre écoute. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci Bénin. Vous pouvez aller le suivre sur Comme le pays. Attends Bénin, reste avec moi. Non. Est-ce que vous avez des questions pour Bénin? Déjà, est-ce que vous entendez vraiment bien derrière? Vraiment bien. Ok, parfait. Est-ce que vous avez des questions? Vous levez le bras et on répétera votre question. La question est, tu as parlé de l'importance de l'éducation et de l'école, ce qui a particulièrement trait à ta génération. Mais sais-tu comment la génération de tes parents a fait pour vivre dans un nouveau pays en gardant l'idée de pouvoir repartir un jour? Comment fait-on pour rester sur place pour ses enfants pendant 20 à 30 ans? Tes parents ont-ils fait le lien entre les deux cultures? Ben, je pense qu'on a, enfin, j'ai pas fait une généralité, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont ce truc-là de quand, bah déjà mes parents sont partis là-bas d'Afrique alors qu'ils étaient bien et ils ont pas demandé à partir. Donc en réalité c'est que c'est normal qu'ils cherchent à revenir, à rentrer chez eux parce que c'est des bons souvenirs. Avant la catastrophe, ils ont vraiment que des bons souvenirs. Mais nous, moi, le vivre comment, je pense qu'à un moment, tu l'acceptes. À un moment, tu acceptes que juste tes parents, ben, comme tu as dit, c'est deux générations différentes. Et à un moment, tu acceptes que tes parents ont une certaine pensée. Et je pense que même tu essayes d'accomplir leurs rêves, leurs souhaits. Mais dans mes deux parents, par exemple, ma mère va être quelqu'un qui va être. Elle a réussi à assimiler la culture ici, dans le milieu du travail. Mais tu comprendrais que en dehors du boulot, elle reste dans son cercle et elle va continuer à vivre sa culture dans son cercle avec ses amis, etc. Et puis, tu peux avoir mon père qui, lui, est beaucoup plus ben, social aussi, quelqu'un de plus social plutôt, et donc, du coup, qui va pas avoir de problème à endosser le costume, on va dire, européen pour la vie en société, et puis reprendre son boubou quand il va rentrer à la maison, enfin, tu vois, donc c'est un peu ce truc de avoir deux masques et savoir les changer dans des situations adéquates en fait. Donc je pense que c'est ça. Et nous, on a accepté la situation. Et je pense que même nous, en soi, euh, même moi, quand je rentre à la maison et quand je suis en dehors, j'ai un masque que je retire et que je remets selon la situation. Je pense que tu apprends à vivre avec ces deux cultures vraiment. Juste pas te tromper le masque quand tu arrives dans un lieu, quoi. Donc, mais sinon, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? La question est, à quel stade as-tu envie d'arriver dans ta redécouverte de toi-même? Franchement, je sais pas. Je sais pas jusqu'où je veux aller. Je me sens déjà mieux. Je me sens mieux. Il y a un truc de. T'as retrouvé une partie de toi qui était pas là pendant longtemps. Et donc, je me sens beaucoup mieux.
Mais il y a plein de choses que je dois aller redécouvrir parce que mon pays a aussi une histoire particulière qui est assez différente et que je sais que je vais devoir la découvrir à un moment ou l'autre et que comme elle est violente, je prends vraiment le temps d'y aller vraiment pas à pas et pas tout d'un coup parce que ça peut être vraiment dur à vivre peut-être. Mais je me sens bien et j'essaye au quotidien vraiment essayer de transmettre ce que je sais et tendre l'oreille quand je ne sais pas et quand quelqu'un a quelque chose à m'apprendre sur d'où je viens, quoi. C'est vraiment ça. Je pense que je suis dans un truc de j'accepte juste ce qui vient et si j'ai des questions, ben, je m'informe, je cherche un livre, je pose des questions à mes aînés. Et du coup, c'est ça. Et retourner en Afrique, j'aimerais vraiment beaucoup retourner en Afrique. J'ai presque plus envie de voyager qu'en Afrique là en ce moment. Donc, ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? La question est: tes parents t'ont appris à te conformer vu que tu arrivais dans un nouvel endroit. T'es-tu senti accepté dans ta culture ou t'es-tu conformé parce que tu ne te sentais pas accepté? J'allais dire, je n'avais pas conscience du truc, mais le premier refus, et je pense que c'est le seul que j'ai en tête parce que je crois qu'après, j'étais dans un truc où je me rendais même pas compte de ce qui m'arrivait, je pense. Mais le premier refus que j'ai, c'est quand j'arrive en Europe. Je crois que je suis en maternelle, non, je dois être en première primaire. Et je suis dans un cours de récréation, et comme je suis encore fort dans mes valeurs, j'ai un ami à moi qui est rwandais, comme moi, et en fait, on se met à parler en Kinyarwanda dans un cours de récréation. Et il y a un petit qui arrive, ou je sais plus qui, mais je sais que c'est une personne blanche, c'est tout ce que je sais, mais qui me dit on parle pas africain ici, tu vois. Et c'est le seul moment de ma vie, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment cacher plus ma culture, intérioriser un peu tout ça, parce que tu as ce truc de, ok, j'ai vécu une phrase un peu violente qui m'a fait comprendre que j'étais peut-être pas le bienvenu à ce moment-là, c'est avec ces mots-là, dans cette langue-là en tout cas. Et donc du coup c'est ça. Mais après au quotidien, après c'est vraiment toutes des années d'amnésie un petit peu parce que t'as tellement ton quotidien d'être sous le masque et partir et juste te conformer et surtout de pas chercher à déranger les gens. Et je pense que j'y arrivais très bien au point que j'avais peut-être pas beaucoup de remarques, mais c'était ça en fait que je le faisais bien. Voilà. Et après aujourd'hui dans la vie d'adulte, j'en ai parfois maintenant des confrontations, mais c'est ça la différence, c'est qu'avant j'étais quelqu'un qui me conformait beaucoup, qui cherchait pas euh, le face-à-face par rapport à ça, etc. Alors qu'aujourd'hui, si quelqu'un me tient des propos que je ne vais pas accepter, que je ne vais pas aimer, ou inappropriés, j'aurais vraiment aucun problème à lui dire que je ne suis pas d'accord, et quitte à ce qu'ils ne comprennent pas, quitte à ce que, peu importe, mais si je trouve ça légitime, ben, j'irai au bout de mon raisonnement, quoi. Donc, voilà. Tu viens d'écouter un Noobcast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos Noob Nights. Et toi, si tu avais le micro, de quoi viendrais-tu parler? Tu as aimé ce podcast? Alors n'hésite pas à aller suivre nos pages Facebook et Instagram All is Good in Brussels pour ne rien rater de nos actualités. On t'envoie plein de good vibes.